Mathias Masclé, bonjour. Vous avez envoyé une lettre d'alerte au procureur de la République de Clermont-Ferrand pour demander de diligenter une enquête sur ce que vous savez des accusations portées sur François Asselineau. Bonjour. Oui, en effet, j'ai envoyé une lettre d'alerte au procureur de la République de Clermont-Ferrand qui a été reçue le 30 avril 2020 suite aux accusations qu'il y a eu envers François Asselineau. Je vais me présenter d'abord succinctement. Je suis un ancien adhérent et ancien militant de l'Union populaire républicaine. J'ai été cadre, délégué référent temporaire en 2013, délégué départemental en 2014, en 2016 délégué régional d'Auvergne et en 2018 membre du bureau national, donc le nouveau bureau national qui est encore pour quelques mois en exercice. Je suis professeur de judo, j'ai 33 ans et après avoir validé un master de philosophie, je me suis lancé dans le militantisme politique, tout simplement parce que je considérais que que j'avais une dette envers la France, envers mon pays, qui m'avait jusqu'à présent éduqué, soigné, nourri. Et c'est donc dans cette optique que je suis rentré à l'Union populaire républicaine. On parlera de votre lettre envoyée au procureur de la République un peu plus tard, mais dans un premier temps, vous expliquez que vous aussi avez mis du temps pour comprendre pourquoi l'UPR dysfonctionnait. Pouvez-vous nous en parler ? Alors oui, alors ça me demande forcément de revenir sur tout mon passé, enfin toute mon expérience à l'UPR. Moi j'ai découvert l'UPR juste après les élections de 2012. J'ai mis un an avant d'adhérer et puisque je bossais les week-ends, j'ai pas pu me rendre à une seule réunion mensuelle dans le Puy-de-Dôme. C'est printemps 2013 que je suis arrivé dans ma première réunion mensuelle. J'ai tout de suite voulu militer et on a préparé les élections européennes donc dans le Puy-de-Dôme. On avait donc Jeannine Le Breton et Vincent Brousseau qui venaient d'arriver, qui étaient les candidats pour la grande région du centre de la France. À ce moment-là, on a déjà eu des gros problèmes d'organisation interne au sein de l'Union populaire républicaine, mais vu que c'était un parti en plein essor, un mouvement qui était très jeune, hein, je ne sais plus, j'étais à peine le 3000e adhérent, on était un petit groupuscule, je crois que j'étais 2600e adhérent, quelque chose comme ça. On était encore quelque chose de très petit et c'était tout à fait normal que les choses aient du mal à se mettre en place. Et on avait quand même une élection nationale en face de nous, et c'était donc là qu'on essuyait les plâtres. Il y avait du cafouillage à plus en finir, mais bon, ça, j'en voulais à personne, c'était forcément une histoire très compliquée. Après, par contre, on a réfléchi beaucoup comment on pouvait améliorer les choses, et on était prêt pour les élections régionales donc de 2016. On a beaucoup bossé au sein de l'UPR. On sentait que bon, voilà, les équipes étaient rodées, on pouvait faire quelque chose de propre. Entre-temps, on a eu donc le congrès de l'UPR et un bureau national, et il y avait eu l'affaire Yannick Hervé. L'affaire Yannick Hervé, était un cadre de l'UPR qui nous avait fait une très très bonne formation sur le militantisme en 2014. Et on apprend subitement que Yannick Hervé est viré de l'UPR. On ne comprend pas pourquoi, on voit qu'il y a une espèce de guerre. Moi je vois ça de très loin, hein. Je suis un nouveau cadre, je tombe des nues. On comprend que Yannick Hervé et François Asselineau se sont méchamment engueulés et que François Asselineau reproche mais tout à Yannick Hervé. Et donc Yannick Hervé devient très rapidement quelqu'un de dangereux, d'excessif. Et puis on entend même parler d'antisémitisme, ce qui était absolument ridicule.
À ce moment-là, Yannick Hervé nous contacte et on prend sa défense au Conseil national qui suit. On était assez nombreux à prendre sa défense. Le seul problème, c'est que Yannick Hervé n'avait pas le droit de venir dans ce Conseil national, vu qu'il avait été viré. Et Asselineau et ses sbires nous retournent tous la tête en nous expliquant que, évidemment, c'est de la faute de Yannick Hervé. Comme des idiots, ou plutôt comme n'importe qui, on l'a cru, parce qu'on n'avait pas encore l'expérience nécessaire pour comprendre ce qui était en train de se passer. Donc Yannick Hervé était un fou, il fallait l'exclure, il était en train de péter un câble comme tous les autres, mais ça on le verra plus tard. S'ensuit, après la démission de Yannick Hervé, la démission de Régis Chamagne. Régis Chamagne, c'était aussi un cadre de l'UPR qui était vraiment quelqu'un de droit, de très bien. On a fait beaucoup de vidéos, d'ailleurs si vous regardez sur YouTube les vidéos de Régis Chamagne, elles sont beaucoup en Auvergne, c'est nous qui les avons fait. Et du coup, on a eu le temps et le plaisir de rencontrer Régis, qui était vraiment quelqu'un de posé, réfléchi. Et là, Régis a commencé à me donner les premières clés de compréhension de qui était François Asselineau. Mais très gentiment, je peux vous assurer que Régis n'a jamais dit du mal de François Asselineau devant moi. Il m'a dit qu'il n'a pas les outils opérationnels et conceptuels du commandement. C'est un colonel de l'armée de l'air, donc quand on entend ça, on se dit « Oula, il sait de quoi il parle ». Et puis on a un petit peu parlé, bon, il m'a dit « Continue à l'UPR, fais ce qui est juste », j'ai continué. Régis Chamagne, il a démissionné parce que François Asselineau a fait revoter son bureau national. Il l'a fait revoter parce que les premiers votes n'étaient pas satisfaisants pour lui. C'était justement le fameux vote pour exclure Yannick Hervé. C'est juste dingue cette affaire. C'est-à-dire qu'en 2005, on a demandé aux Français de voter la Constitution européenne, le traité de Lisbonne. En 2008, on nous l'a mis quand même, quoi. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que François Asselineau n'était pas satisfait du premier vote sur l'exclusion de Yannick Hervé alors qu'il y avait consigne de vote. Des consignes claires, Yannick Hervé est un fou, vous vous rendez compte, si vous votez pour qu'il reste là, c'est l'UPR qui est en danger, etc. Consigne de vote. Et en plus, le résultat n'étant pas satisfaisant, il remet au vote avec une espèce de menace cachée en disant ceux qui votent pour que Yannick Hervé reste à l'UPR auront sur leurs épaules le poids des conséquences de leur vote. Donc, formidable la démocratie. Là, je commence à me dire quand même qu'il y a quelque chose qui pue dans le comportement de François Asselineau, mais je ne suis pas venu pour un homme, moi, je ne suis pas venu pour François Asselineau, Deus ex machina, je suis venu parce que cet homme qui était, tout ce que je n'aime pas, généralement, énarque, Bercy, HEC, tout le langage et la manipulation qui va bien avec, cet homme-là trahissait son milieu et venait au milieu du peuple pour dire ce que tous les autres taisaient. Donc c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Le problème, c'est que je me suis vite rendu compte qu'il y avait plusieurs facettes de François Asselineau et je venais de découvrir la deuxième facette de François Asselineau qui était en fait quelqu'un d'extrêmement jaloux, paranoïaque. Et à l'époque, je n'avais pas compris qu'il avait dit énormément de mal et fait dire énormément de mal de Régis Chamagne et de Yannick Hervé à dessein. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout il y a eu quelques coups perdus parce que c'était la bagarre à l'UPR. Non, c'était à dessein. Il y a eu des rumeurs qui ont été balancées à dessein pour salir ces gens-là, donc salir des opposants. Ensuite, en 2016, viennent les régionales. Alors là, l'enthousiasme remonte parce qu'on rentre dans l'action. Les régionales, c'est des belles élections, c'est des élections proches, même s'il y a eu la loi NOTRe qui a supprimé les petites régions pour les grandes régions, c'était quand même des élections proches du territoire, où il y avait quand même un rapport avec le réel. Et on a Alain Fédel, donc, qui est notre tête de liste. Pareil, Alain Fédel vient en Auvergne, on fait des vidéos, des expériences superbes, vraiment. Encore une fois, quelqu'un de très bien. Et à la suite des élections, là pour le moment tout se passe bien, Alain m'invite
à Paris pour faire le débrief des élections régionales. La personne qui était censée le faire était partie, ne pouvait pas aller à Paris, et Alain me dit Mathias, viens. J'y vais. Alors là, je vois quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que même dans les réunions, là on était dans le sans dessin, tous les candidats, etc. Je pensais que c'était vraiment que chaque personne aurait eu voix au chapitre. Et en fait, non, là aussi, François Asselineau a tenu le crachoir. Les gens mettaient des pincettes pour parler à François Asselineau parce que je pense qu'ils craignaient tous, enfin d'ailleurs on craignait tous un coup de colère, quelque chose comme ça, ou vraiment qu'Asselineau s'énerve. En fait, dans ces réunions-là, on infantilise François Asselineau sans le vouloir. C'est-à-dire qu'on a peur que monsieur fasse des coups de colère, on a peur que monsieur tienne le crachoir, et on a terriblement peur qu'il perde ses moyens. En fait, ça, c'est pas un chef, ça. Quand les subordonnés ont peur que le chef pète un câble, c'est qu'on infantilise notre chef, déjà. Donc, cette réunion se termine, je tombe des nues. Je me rends compte qu'en fait, les personnes les plus compétentes n'ont pas l'oreille de François Asselineau, les personnes les moins compétentes ont l'oreille de François Asselineau. D'ailleurs, quasiment personne n'a l'oreille de François Asselineau. François Asselineau n'en fait qu'à sa tête. Et je m'en arrête là, je m'en vais. Et on tente de réorganiser tout ça, de tirer les conclusions de ces élections. Donc, à ce moment-là, Alain Fédel nous propose de nous réunir, toutes les délégations, dans un week-end bien convivial où on allie des moments plaisants et du travail, pour réorganiser un petit peu la région Auvergne-Rhône-Alpes et voir un peu ce qu'on peut faire. Et Alain Fédel nous propose donc à André Véra, délégué régional de Rhône-Alpes, et à moi, un espèce de rapprochement où lui ferait le lien. Nous, on apprécie beaucoup cette idée, et un peu plus tard, Alain Fédel monte à Paris, parle avec François Asselineau, revient et nous dit « Bon ben voilà, c'est bon, je serai porte-parole de Auvergne-Rhône-Alpes. » Alors, André et moi, on dit « Ah non, ça c'est pas possible. Nous, on veut bien être délégués régionaux Auvergne, délégués régionaux Rhône-Alpes, et toi, délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, il n'y a aucun problème, mais tu fais le boulot. On ne veut pas avoir des tâcherons qui bossent et qui n'ont pas le droit à la parole, et un type qui a le droit à la parole et qui ne bosse pas. Le porte-parole, on le voit bien avec Sibeth Ndiaye, voilà, c'est je blablate, j'en fous pas une. Et du coup, Alain nous dit, bah oui, aucun problème, enfin on se parle normalement, tout se passe très bien. Et André Véra voit François Asselineau, je ne sais plus s'il l'a appelé ou s'il l'a vu, et François Asselineau dit à André Véra « Alain Fédel est un manipulateur, c'est un mensonge, c'est un affabulateur. Il n'a jamais dit je n'ai jamais accepté qu'il soit porte-parole, nous n'en avons même pas parlé. » Enfin bref, un déni complet, comme quoi Alain Fédel en fait aurait essayé de manipuler autant André et moi que François Asselineau. Et donc je reçois un coup de fil d'André qui m'explique ça, et nous on écarte Alain Fédel comme des idiots. Moi je m'en veux terriblement, je me dis mais j'aurais très bien pu passer un coup de fil à Alain, au moins pour l'injurier, lui dire non mais c'est quoi ces méthodes, etc. Bah non, je l'écarte comme un idiot. Et du coup Alain se retrouve en fait ostracisé et disparaît, ancien candidat de l'UPR, etc. Au placard. On arrive en 2017. 2017, alors là, tous les griefs, etc., tout disparaît. On bosse pour les élections présidentielles. Il y a eu évidemment la recherche des parrainages. Pendant la recherche des parrainages, André Véra démissionne. Donc André Véra qui était cadre délégué régional Rhône-Alpes. Et André démissionne tout simplement parce qu'il voit des irrégularités au niveau de la déclaration CNIL, au niveau des adhérents. Donc un certain fichage des adhérents qui n'était pas régulier. Et il voit aussi un management qu'il s'était juré de ne plus jamais revoir,
c'est-à-dire un management à l'anglo-saxonne absolument abject, mais abject. Je me souviens de François Asselineau qui vient voir quelqu'un en disant « Alors, les parrainages, vous en êtes où président, donc la personne était déléguée départementale, déléguée départementale à l'époque. Président, j'ai quand même 3 enfants, etc. Une femme, divorcée. Voilà. Évidemment, il y avait une comparaison entre ceux qui ramenaient des parrainages, ceux qui n'en ramenaient pas. Il y avait les nuls, il y avait les bons. Bref, un vrai management comme on le connaît bien, Domino's Pizza, quoi. Ensuite, André Véra s'en va. J'appelle à ce que j'envoie un message au Bureau national, au secrétaire général, au président, pour qu'il refuse la démission d'André Véra. Je me rappelle que Vincent Brousseau avait pris parti pour qu'on refuse justement la démission d'André Véra. Silence de cathédrale de la part de François Asselineau. André Véra s'en va. Et puis il y a les élections présidentielles. Donc là, on croule sous le travail, on bosse comme des fous, on ne compte pas nos heures, évidemment, de toute façon on n'a jamais compté nos heures à l'UPR, on ne compte pas l'argent qu'on perd, moi j'ai toujours perdu de l'argent à l'UPR et avec plaisir, c'était du plaisir pour moi de donner de l'argent à l'UPR. Par contre, il était hors de question que j'en gagne, pour moi c'était hors de question que je reçoive ne serait-ce que 10 € de l'UPR. Et à la fin... un petit peu avant les résultats du premier tour, j'envoie un mail à tous mes adhérents en disant « Bon, écoutez, nous, les retours qu'on a sur les marchés, c'est que François Asselineau fera un score très faible. N'espérez pas un score à 2 chiffres, si on fait 3%, c'est déjà énorme. » Alors là, je m'en suis pris un peu plein la gueule, parce que, évidemment, c'était inacceptable de dire ça. Bon, c'est pas mon mail qui allait changer quoi que ce soit au résultat du scrutin. Évidemment, le scrutin est encore plus... Même moi, j'étais optimiste avec mes 2 à 3%. On passe... 1%, c'est absolument... c'est vraiment une énorme déception. On est tous sous le choc. On voit le Bureau national brisé. François Asselineau arrivé brisé. Alors là, c'est le drame pour nous tous, parce qu'on voit que François Asselineau n'est absolument pas parvenu à convaincre. Et que ça a été un véritable désastre. Les élections législatives arrivent, on fait ça dans l'urgence, tant bien que mal. De toute façon, on avait tout donné pour les présidentielles parce qu'on savait que les législatives, ça allait être juste une redite des présidentielles. Les gens votent exactement pour le parti auquel ils ont voté aux présidentielles. Et puis on arrive tous, on est tous éreintés de cette affaire, on est en état de choc, fatigué, on s'est tué à la tâche. Et là, je commence à me rendre compte qu'il y a quand même quelque chose de profondément malsain, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé comme des chiens, un de plus de leur travail, qui ont cramé de l'argent, qui ont cru à mort, et qui se retrouvent dans une déception absolument totale avec un président qui n'a pas écouté les conseils de communication, qui n'en faisait qu'à sa tête et qui a été dans un échec total. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut échouer. La moindre des choses, c'est de dire, voilà, j'ai échoué, je tiens à remercier toutes les équipes, un immense bravo à tous les colleurs d'affiches, tous les militants, etc., tous les donateurs. Que nenni, on a envoyé je ne sais pas combien de lettres au Bureau national et à François Asselineau pour qu'ils finissent par arracher un petit merci aux équipes. Non, c'est pas un petit merci qu'il fallait, c'était un immense merci. On avait placardé toute la France et on se retrouve avec un François Asselineau qui ne reconnaît pas ses torts, ne reconnaît pas son échec et qui veut se présenter comme tête de liste aux européennes. Donc là, à ce moment-là, déjà mon enthousiasme est effondré, toutes les délégations, on le voit bien, c'est un carnage. Entre cadres, on se parle, on dit « Alors, comment ça va ta délégation ?» Non, on m'en parle pas, c'est une catastrophe. Et François Asselineau qui rentre dans une immense fuite en avant en disant « C'est le premier pas, ça va être formidable, extraordinaire, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et tous les cadres, ça y est, on n'était plus dupes, on comprenait parfaitement qu'il s'agissait de toujours faire une course en avant. Mais ce qu'on ne comprenait pas, c'est que François Asselineau, en fait, jouait sur ce qu'on appelle en management le turnover, c'est-à-dire
virer tous les gens qui ont compris la petite ritournelle de François Asselineau et récupérer des petits jeunes bien bébêtes comme moi, au départ bien sûr, bien bébêtes, bien prêts à avaler tout ce que va nous raconter François Asselineau. Et alors là, François Asselineau répétait d'année en année, toujours la même chose, il tenait le crachoir. Oui, il y a un boulevard s'offre à nous, la politique est en ruine, il ne reste que l'UPR, les partis sont détruits, il y a une configuration des astres qui nous est favorable, vous allez voir ce que vous allez voir, on va exploser le compteur, et puis à chaque élection, c'était un carnage. Donc, tous les vieux ont commencé vraiment à se dire, là, qu'est-ce qu'on va faire C'était pas ça l'UPR à la base. L'UPR, c'était un mouvement provisoire de bénévoles venus de partout, qui était censé représenter la France tout entière, dans une lutte contre la corruption, une lutte contre le vol de la démocratie. En termes de vol de la démocratie, je pense que M. Asselineau est quand même champion, il mériterait clairement la Légion d'honneur pour ça. Donc c'était ça l'UPR à la base, c'était des mecs qui en voulaient, venus de toutes parts pour libérer le pays, point barre. Libérer le pays du monde, des oligarchies, des oligopoles financiers, de toutes ces influences extérieures, le monde de la finance, comme dirait notre ami François Hollande. C'était plus du tout ça l'UPR. Après les élections présidentielles, c'était plus du tout ça. François Asselineau s'est fait voter un salaire de 3 000 € et il tenait sa boutique. Les élections européennes, moi j'ai commencé à y travailler. À cette époque-là, on avait fait un énorme dossier sur une usine qui fermait, l'usine de la CEITA à Riom. J'avais appelé François Asselineau plusieurs fois, je lui avais envoyé plusieurs textos, je lui avais envoyé plusieurs mails avec tous les articles de La Montagne, donc La Montagne c'est notre journal local, à la clé, je lui avais mâché tout le travail, voilà. On a le délégué syndical de la CEITA qui est d'accord pour que vous veniez, vous ne faites pas votre promo, vous expliquez pourquoi cette boîte qui gagnait du pognon, qui était excédentaire à chaque année, ferme, et pourquoi Imperial Tobacco, qui tenait donc cette boîte, préfère délocaliser plutôt que continuer et garder de l'emploi en France. François Asselineau ne nous a jamais répondu. Un mépris total. D'ailleurs, quand je dis François Asselineau ne nous a jamais répondu, je peux le dire pour 2015, 2016, 2014, 2017. François Asselineau ne répond pas à ses cadres. Il répond aux petites groupies, aux services courriers, à n'importe qui, mais pas aux cadres. Les cadres, on ne répond pas. Quand j'explique dans ma lettre de démission que François Asselineau règne par le mépris, ce n'est pas... je ne suis pas du tout en train de m'emporter, c'est juste la vérité. Et subitement, 2 mois plus tard, après qu'on ait enterré cette affaire de la CEITA, d'ailleurs nous, sur le terrain, on était complètement discrédités, parce que le délégué syndical nous disait « alors, il vient quand votre gars ?» Il vient pas, on l'a pas au téléphone, il est très occupé, oui. Alors évidemment, on balance une salade, Monsieur Asselineau est très occupé, vous vous rendez compte, etc. Rien du tout, c'était tout sauf ça. Et on apprend en janvier que François Asselineau va venir dans un petit bled de l'Allier, donc l'Allier c'est un département de l'Auvergne, dans un petit village, qu'on est censé lui dérouler le tapis rouge, que ça va être formidable, un petit village perdu, on ne sait absolument pas pourquoi François Asselineau vient. Alors là, je commence à rentrer en guerre ouverte avec François Asselineau. Je lui dis, mais on est plus que surpris quand même que vous nous demandiez d'organiser une conférence dans un tout petit bled qui n'a aucun intérêt, alors qu'on avait tout plein d'ouvriers de la CEITA qui se demandaient pourquoi leur usine avait fermé, et vous nous avez laissé un silence de cathédrale. Et il nous dit, oui, l'UPR n'est pas une bureaucratie byzantine, tout de même. J'ai dû vous répondre, mais ça s'est perdu. Ça s'est perdu où ? Je vous envoie un email, Monsieur Asselineau, ça se perd où ? C'est où que ça se perd quand vous me répondez ? Vous deviez l'envoyer à votre secrétaire général qui le tamponnait, puis ça devait partir, c'est le directeur de cabinet qui devait le tamponner, approuver, relire, puis après dans la commission relecture. Non, vous aviez juste à me répondre à mes coups de fil, répondre à mes textos, répondre à mes mails. Et tous les autres cadres, c'est pareil, n'imaginez pas une seconde que François Asselineau m'en voulait à moi personnellement. Les autres cadres, silence total. Avoir François Asselineau, avoir une réponse, c'était une catastrophe, c'était impossible.
J'ai François Asselineau au téléphone subitement parce qu'on commence à s'énerver un petit peu quand même, la délégation de l'Auvergne. Et François Asselineau, en fait, me dit que mon délégué départemental de l'Allier dépasse les bornes, que c'est inacceptable, etc. Parce que M. Asselineau fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Si M. Asselineau avait demandé d'aller dans un petit bled de l'Allier, on devait lui dérouler le tapis rouge. Et si M. Asselineau ne voulait pas nous répondre lorsqu'on avait fait des mois de travail pour que les syndicalistes puissent avoir un mec qui leur explique qu'est-ce qui se passe au niveau des traités européens qui fait que leur boîte ferme, et bien là, M. Asselineau ne répond pas, il a le droit, il fait ce qu'il veut. Non, ça, c'est pas un chef, c'est quelqu'un qui s'assoit sur ce qu'il a, enfin, qui trahit ses propres engagements. Donc, au bout d'un moment, Ahmed, le délégué départemental de l'Allier, dit « Bon, mais moi, c'est très simple, si François Asselineau vient dans l'Allier, je m'en vais, je démissionne. » Alors là, François Asselineau, j'ai au téléphone François Asselineau, c'est inacceptable, pour qui se prend-il, etc. Je peux aller où je veux en France. Ben oui, très bien, je lui réponds, ben, Monsieur Asselineau, bien sûr, vous pouvez aller où vous voulez en France. On dit juste que si vous allez dans ce petit bled dans l'Allier, votre délégué départemental de l'Allier démissionne, c'est tout. Et puis moi, je le suivrai. Donc, finalement, cette conférence ne se fait pas, et et en même temps, dans cette affaire-là, je suis invité par François Asselineau pour rentrer au Bureau national. Alors, le nouveau Bureau national, je me dis, non mais c'est pas permis. François Asselineau sait pertinemment que je suis de plus en plus sceptique quant à sa capacité à être chef de l'UPR, et il m'invite. Je réunis mes délégués départementaux, je réunis mes équipes, et je leur dis, bon ben voilà, ils me proposent d'être au Bureau national. Et ils me disent tous, ben, ça fait des années que ça merde au sein de l'UPR, si tu veux vraiment savoir pourquoi le Bureau national est si mauvais, faut y aller. Donc je réponds oui, j'accepte. Et là, je rentre au Bureau national de l'UPR, et je découvre le poteau rose, quoi. Mathias, expliquez-nous ce que vous avez vécu au sein du Bureau national. Alors, ce que j'ai vécu au sein du Bureau national, ça dépassait absolument tout ce que j'avais pu imaginer, mais pas du tout dans le bon sens. C'est-à-dire que, bon, déjà, le Bureau national, on était censé, fin 2018, être membre du Bureau national, et on ne l'a été que plus tard parce qu'il y a eu une grosse embrouille au niveau de ce Bureau national, qu'on a appris évidemment nous plus tard, vu qu'on avait toujours le son de cloche de François Asselineau. C'est qu'il y avait deux personnes, Patrick Ramirez et Stéphane de Boer, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui montaient des listes pour que la démocratie vive au sein de l'UPR. Ils savaient pertinemment de toute façon qu'ils n'allaient pas être élus, mais ils voulaient créer des listes concurrentes à celles de François Asselineau pour que, tout simplement, le Congrès ne soit pas un autosatisfait absolument ridicule comme il l'a toujours été, mais autre chose, avec évidemment une espèce de confrontation dans les règles, dans lequel la démocratie vivrait. Donc, et en fait, on a appris plus tard que François Asselineau a tout fait pour que ces deux listes n'existent pas. Et c'était ça la raison pour laquelle il y a eu un changement au niveau des statuts, faisant passer le Bureau national de 18, si je ne dis pas de bêtises, c'était 18, et ça passe à 2 fois 28, plus le secrétaire, plus le président. Donc 56 plus 2, 58. En fait, c'était tout simplement pour que les deux autres listes ne puissent pas avoir assez de candidats sur leur liste et qu'ils ne puissent pas présenter leur liste. Donc quand je vous dis que François Asselineau, au niveau du vol de la démocratie, fait péter le compteur et explose tous les records, oui, là on a un niveau national, voire international. Donc, je ne comprenais pas vraiment cette affaire. Je comprends qu'il y a eu quelque chose qui était un petit peu sale quand je suis rentré au Bureau national, parce que je vois François Asselineau
dire tout le mal qu'il pense de Patrick Ramirez, mais alors comme quoi c'était un fou, avant tout soucieux de détruire l'UPR, comme toujours, etc., etc. Et toujours à balancer des rumeurs parce que Patrick Ramirez connaîtrait une certaine personne qui serait ami d'une certaine personne, bref, jetant le trouble et salissant les opposants, comme toujours. Et nous rentrons donc dans l'investiture du Bureau national tout début de l'année. Et à ce moment-là, alors là, c'est absolument magnifique. On monte tous à Paris, on est là, waouh, le nouveau Bureau national. Moi, je vous dis ce que j'imaginais. J'imaginais des anciens membres du Bureau national qui nous expliquent, voilà, on bossait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On s'est rendu compte que ça marchait pas, ça marchait bien, etc. Voilà les dossiers sur lesquels on était en train de bosser. On vous les donne, vous assurez la continuité. On est là au cas où, si vous avez besoin d'aide. Aucun dossier, rien. On arrive. On est sommé donc, de s'asseoir, on écoute le chef, on a donc le secrétaire général d'un côté, le trésorier de l'autre, et le chef tient le crachoir comme d'habitude, et il commence à nous expliquer dans un discours absolument délirant qu'il va nous attribuer à tous des postes de responsabilité, responsable 2, et qu'on sera donc les futurs ministres. Le mouvement, le parti vient de se prendre une claque monumentale durant les élections présidentielles et législatives et il nous explique qu'on sera les futurs ministres. Donc il fallait qu'on se prépare et que les attributions qu'il nous donnait étaient des futures attributions ministérielles. Alors je ne sais pas si certains ont gobé cette espèce de petite corruption, là, cette espèce de pâte molle de la corruption, vous allez être ministre, ou si tout le monde pouffait de rire intérieurement sans ne jamais rien dire parce que la politesse l'oblige, mais ça commençait vraiment à devenir surréaliste. Et là, il prend chaque membre du Bureau national et dit « Vous, monsieur, vous serez responsable de ça. » « Oui, monsieur le président, avec plaisir. » Tout. Et donc, voyant les gens dire « oui », je me dis « Ah !» Ils sont tous au courant de ce qu'ils vont être, et moi je ne le suis pas, donc qu'est-ce qui va se passer ? Il m'a oublié, ou il ne veut pas que je sois responsable de quoi que ce soit, il veut juste que je sois OBN, j'en sais rien. Et donc, il passe, il y a une membre du Bureau national à qui dit « Oui, vous allez être chargé des questions familiales. » Mais écoutez, j'ai jamais travaillé dans les questions familiales, je n'ai aucune expérience dans les questions familiales. Eh, vous êtes mère de 3 enfants, non ? Oui. Ben voilà, vous êtes chargé des questions familiales, vous avez l'expérience nécessaire. Donc là, je découvre qu'il n'y a pas que moi qui tombe des nues et qui apprend comme ça, le jour J, au petit matin, qui va être chargé d'eux, responsable d'eux, au niveau national. Enfin, c'est pas une cour de récré, on est en train de parler d'un parti politique qui a pour but de libérer le pays. Le mec, de bon matin, dit « Oui, vous êtes chargé de ça. » Ah bah oui, bien sûr, ça se passe comme ça, c'est sûr, on va vachement parvenir à libérer le pays comme ça, à dépasser les 1% comme ça, avec un espèce de prince immature au possible qui nous dit ça. Ça arrive sur moi. « Oui, monsieur Masclet, vous êtes chargé du sport. » Et moi, je lui dis écoutez, je vais y réfléchir. Alors déjà, rien que ça, il le prend mal. Donc je vous imagine juste si vous lui dites la vérité en face. Comment ça ? C'est une réponse de Normand, ni oui ni non, peut-être bien oui, peut-être bien que non, etc. J'étais la première personne à pas lui dire « Oui, maître, oui, maître, quel honneur, maître !» Donc ça continue. Sur ce, Léonard dire « Salut Léonard !» arrive un petit peu en retard parce qu'il avait eu un problème de métro, enfin, dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'était ça, tu prenais le métro, tu étais en retard. Il n'a même pas le temps de s'asseoir, Cassino lui dit ni bonjour ni au revoir, lui dit « Léonard, vous êtes chargé du matériel militant ». Léonard dit « D'accord, c'est un honneur et je tâcherai d'en être digne ». Enfin, je pense que n'importe qui aurait répondu exactement cette phrase, tellement pris au dépourvu, on est à la bourre, on fonce, on n'a même pas le temps de s'asseoir. Boum, vous êtes chargé de ça. Ah, oui, laissez-moi m'asseoir. Ensuite, François Asselineau, tient le crachoir, nous explique qu'on est l'élite de l'UPR. Je pense très sincèrement que François Asselineau a pris les membres du Bureau national pour leur servilité. Ça ne veut pas dire qu'il soit servile, hein.
je pense que François Asselineau s'est trompé sur beaucoup de membres du Bureau national, et qu'il y a beaucoup de membres du Bureau national qui ne sont absolument pas serviles. Mais je pense que François Asselineau les a pris pour leur servilité. Persuadé qu'ils ramperont par terre quand bien même François Asselineau serait en train de détruire l'UPR, la France, ou tout ce que vous voulez, quoi, ou abuser de certaines victimes. Et là, 1 an de travail au Bureau national, au ministère de la Parlotte. C'est-à-dire que on crée des réunions, enfin on crée un groupe Discord qui marchait super bien. François Asselineau s'y est inscrit pour ne jamais parler. En fait, il nous fliquait. C'est tout. Une chaîne de mails sur laquelle on travaillait bien, dans laquelle François Asselineau a dû nous envoyer... Il va porter plainte pour diffamation si je me trompe sur le chiffre. 4 mails, peut-être 4, 5 dans l'année, M. Asselineau, c'est ça que vous avez envoyé au Bureau national? 5 mails dans l'année? Je ne sais pas, je pense que c'est ça. Lorsqu'on posait une question à François Asselineau, on avait la réponse au bout de 4 semaines, signé secrétaire général, mais en fait, le secrétaire général ne se prenait même pas la peine de reformuler ce qu'écrivait François Asselineau. Ça se sentait, c'était la plume de François Asselineau à plein nez, signé le secrétaire général. Donc voilà, 1 an d'impuissance totale. Alors, évidemment, les envies de fronde se font sentir dans ces moments-là, et c'est la moindre des choses. Donc, quand j'entends des gens dire « Oh là là, il s'agit d'un putsch », on se moque de qui? 1 an à servir de faire-valoir démocratique, de caution démocratique, à un parti qui n'en a aucune, mais qui n'a aucune démocratie interne. 1 an à passer lentement du compromis à la compromission. Voilà, c'est ça mon expérience au Bureau national. 1 an à se sentir de plus en plus sale, parce que malgré toutes les attaques qu'on faisait, on était une poignée à attaquer la préfecture, les petits gilets jaunes de l'UPR. 1 an à essayer désespérément de dire au chef « Oh, vous n'êtes pas un tyran, vous n'êtes pas le grand califat, vous êtes chef d'un parti démocratique avec une instance d'organisation collégiale qui s'appelle le Bureau national. » On était mis à l'écart sur tout. Le 1er mai, on n'a même pas su comment ça se passait, etc. Rien. On nous demandait de voter. Attention, scoop, personne ne vous l'a encore dit, mais les votes du Bureau national étaient toujours des votes ouverts, c'est-à-dire pas à bulletin secret. Tout le monde savait qui avait voté quoi, pour qui, comment. Je vous rappelle l'affaire Yannick Hervé. Je pense qu'à cette époque-là, les votes aussi n'étaient pas à bulletin secret. Donc François Asselineau regardait combien de fois il y avait oui, combien de fois il y avait non, et pouvait donc se dire « celui-là je le garde, celui-là je le garde pas ». Il y avait une pression considérable, donc vote jamais à bulletin secret. Les votes, c'était en gros des votes mais vraiment, de formalité absolue, quoi. Il y avait donc les passages de référents temporaires à délégués départementaux. Donc là, c'était très bien parce que François Asselineau avait obligé, dans ces nouveaux, c'était du droit oral, tous les délégués régionaux étaient montés au Bureau national, sauf ceux qui avaient refusé. C'est pour ça que je me suis retrouvé au Bureau national, parce que j'étais délégué régional. Je pense que François Asselineau ne voulait surtout pas que je me retrouve au Bureau national. Je pense, j'en sais rien. Donc, on avait tous les délégués régionaux qui, au moins, eux, connaissaient bien le terrain, ou au moins les délégués départementaux. Donc, tous ces votes-là, savoir qui pouvait être référent temporaire, donc maintenant ça s'appelle référent local, délégué départemental, délégué régional, c'était des votes sérieux, on en parlait, c'était très bien. Après, le reste, en fait, François Asselineau nous demandait de voter oui, tout simplement. Déjà, il y avait très très peu de votes, quasiment rien n'était mis au vote. Le salaire de la première victime et le salaire de la deuxième victime n'ont pas été votés. L'embauche de la première victime et l'embauche de la deuxième victime n'ont pas été votés. Il a employé des gens sans le demander à personne. C'est moi le chef. Et donc moi, voilà, au bout d'une demi-année, je ne tiens plus, je balance la sauce, quelques-uns me suivent, on est une poignée, je dis mais non mais c'est pas permis, ça peut pas continuer comme ça, je veux bien qu'on mette une demi-année pour se préparer, mais elles sont où les réunions? On n'a pas fait de réunion du Bureau national, on n'a pas produit un seul document, on est aidé par personne, je veux dire, il n'y a pas d'équipe, il n'y avait aucune équipe, il n'y avait rien, on était satellisés, en fait on était inexistant le Bureau national, on était des gens
qui avait évidemment une assise territoriale parce qu'il y avait tous les délégués régionaux, mais sinon satellisé. Tout se faisait au siège. À Paris, avec la petite cour de François Asselineau, tout se faisait au siège. Tout était parfaitement court-circuité. L'expérience que j'avais eue sur la venue de François Asselineau, la CEITA et le fait que François Asselineau vienne à côté de Montluçon, c'était en fait exactement ça. Tout est court-circuité. François Asselineau piétine ses statuts, son règlement intérieur, piétine ses équipes, règne par le mépris. Donc au bout d'une demi-année, je me dis, je m'en moque, j'ai rien à perdre, je grille mes cartouches. Donc je balance les reproches, j'attaque, et je dis, maintenant il faut que le Bureau national existe, il faut que le Bureau national soit digne de sa fonction, il faut que les adhérents puissent nous parler, il faut qu'on puisse parler aux adhérents, il faut qu'on puisse parler aux délégations, il faut qu'on puisse produire des documents. Enfin bref, comme n'importe quel parti politique, avec un échange entre la base et le haut et tout. Non, une verticalité... en fait, c'est la verticalité de la masse sur le poteau, quoi. Boum. On écrasait la masse, on écrasait la masse des adhérents. Travaillez, soyez militants, fermez vos gueules. Et les cadres, c'était encore pire. Donc, je commence à préparer ma démission au sein du Bureau national. J'essaie de voir qui voudrait démissionner avec moi, parce que ça pourrait être pas mal, mais vu qu'on se connaît quasiment pas, les gens du Bureau national ne se connaissaient quasiment pas. On se parlait à longueur de journée, mais en fait, on se connaissait quasiment pas. Je commence à préparer ma démission, et salut Nicolas, bon maintenant on peut le dire, hein. Nicolas me dit, non mais Mathias, si tu démissionnes, il restera que les lèches-culs. D'accord, il me dit, attends, on travaille, on est en train de créer une proposition pour les délégations, ça va le faire, je pense que on sera nombreux, je pense que François Asselineau va finir par accepter de déléguer un tout petit peu et d'arrêter de se comporter comme un tyran. Et on le fait, on y va. Donc ça, c'est janvier 2019. Et à ce moment-là, en plus, il y a le mouvement des Gilets jaunes qui, moi, me donne énormément de courage et énormément d'espoir, parce que ce mouvement était formidable. J'y ai passé des nuits et des nuits. Ce mouvement des Gilets jaunes, c'était ce qu'on espérait depuis tellement longtemps. Et du coup, ce dernier putsch se met en place. On envoie une lettre, attention, ça c'est du putsch, hein. On envoie une lettre au président, au secrétaire général, à tous les membres du Bureau national. Voilà, nous voyons que rien ne marche, que c'est une catastrophe. Nous vous proposons ça et ça, et que François Asselineau arrête de mettre ses pattes partout, parce que ça paralyse tout. Tout est paralysé parce que tout est soumis au desiderata de monsieur. Et du coup, s'ensuit, et ça c'est très intéressant, c'est très important que les adhérents, que tout le monde écoute ça, s'ensuit un silence de cathédrale à chaque fois. Chaque fois, François Asselineau se taisait et regardait les chiens de garde attaquer les rebelles. Et je pense maintenant que j'ai compris le personnage, qu'il y prenait un malin plaisir. Voir les chiens de garde attaquer les rebelles, autrement dit, voir les équipes s'entre-déchirer. Voir ses fidèles serviteurs s'entretuer. Il adorait ça, j'en suis quasiment persuadé. Alors là, je ne peux pas vous le prouver, je n'en suis pas sûr, mais je commence à connaître le bonhomme, je ne vois absolument pas pourquoi il ferait ça. Après, il pourra vous le dire, hein, très certainement qu'il a d'excellentes raisons. Et puis donc là, voyant ce dernier assaut inefficace absolument total, les chiens de garde mordent comme d'habitude, ils auront des prébendes de la part de François Asselineau. À ce moment-là, je me prépare à démissionner, et Léonard Diers démissionne à ce moment-là. Le seul problème, c'est que personne n'est au courant que Léonard Diers a démissionné, parce que quand Léonard Diers a démissionné, il a envoyé une lettre au secrétaire général et au président. Et évidemment, ni le président ni le secrétaire général nous a dit qu'un collègue avait démissionné. Pas de problème. Je me prépare à démissionner, et qu'est-ce que je vois sur ma boîte mail ? Le message du directeur de cabinet, rien de moins que le directeur de cabinet de François Asselineau, donc quelqu'un qui avait toute la confiance de François Asselineau, que François Asselineau avait pris comme étant son bras droit, qui écrit « À l'attention des membres du Bureau national, je veux porter François Asselineau
en commission de discipline pour harcèlement et agression à mon égard. Je démissionne, étant membre de la commission de discipline, j'en démissionne pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Je me tiens à votre disposition. Oui, donc là, on tombe sur la première affaire, donc la première victime. Juste avant, au préalable, je veux juste dire une chose, c'est que le Bureau national, statutairement, était censé se réunir au moins une fois par mois. En fait, c'était du pipeau complet, c'est-à-dire qu'on se réunissait 2 fois par an. Et la deuxième réunion du Bureau national qu'on avait demandé, je ne sais pas combien de fois, j'avais donné mes dates et j'avais dit que je ne pouvais pas venir à ces dates-là. Et la date qui a été retenue a été une date où j'étais pas là. Je sais que par derrière, François Asselineau a dit que j'étais le premier à râler, etc. Mais que par contre, quand il s'agissait de répondre à une convocation, je n'étais pas là. Formidable. D'ailleurs, le lendemain au Conseil national, j'étais là. J'étais parti à 3h du mat de Clermont pour arriver à Paris. Évidemment, moi, monsieur Asselineau, lorsque je prends ma bagnole, c'est moi qui paye, hein. C'est pas le parti. Je tenais juste à vous le dire. Et lorsque je prends des péages, c'est pareil. Et lorsque j'invite des gens au resto, c'est pareil. C'est moi qui paye. Donc voilà, je venais juste le dire parce que je suis sûr que M. Asselineau est toujours... Enfin, si subitement il aurait envie de me répondre, vous auriez eu terriblement envie de m'expliquer que je n'étais pas là à la deuxième réunion, donc que j'avais juste à fermer ma gueule. Donc on tombe sur la première affaire. Donc je vous l'ai dit, la première victime qui était directeur de cabinet, je ne donne pas son prénom ni son nom parce qu'elle n'a pas encore porté plainte et par respect pour elle, je veux pas que des noms apparaissent. Pareil, quand j'ai alerté sur Facebook, je ne voulais pas que des noms apparaissent tant que les personnes n'assumaient pas et ne portaient pas plainte. Donc cette personne, directeur de cabinet de François Asselineau, qui a toute la confiance de François Asselineau, qui, comme le dit la vidéo de Jean-Baptiste Baron, que je vous invite à regarder, salut Jean-Baptiste, bravo pour ta vidéo, cette personne, ce directeur de cabinet, sort de nulle part, nous ça ne nous dérange pas, il a eu une ascension à toute allure, et François Asselineau nous dit c'est un ancien chevènementiste, il connaît très bien tout ça, les questions de souveraineté, etc., il connaît l'UPR depuis 2014, vous allez voir... Moi, j'ai rencontré cette personne par téléphone et en vrai plusieurs fois, un type super sympa, aucun problème, vraiment quelqu'un de bien, quoi, d'une gentillesse sans pareil d'ailleurs. Et du coup, je me dis, il y a quelqu'un là qui est directeur de cabinet de François Asselineau, qui nous envoie un mail pour amener François Asselineau devant une commission de discipline pour agression et manipulation à son égard. Alors soit cette personne a fumé la moquette, soit cette personne a des raisons de dire ça, ou alors elle est givrée, c'est possible. Je prends mon téléphone, ni une ni deux, j'appelle le directeur de cabinet. S'ensuit une longue explication, à chaque fois que je l'appelais, c'était au moins plus d'1 heure au téléphone, et donc je le cuisine, non, redis-moi comment ça s'est passé exactement et tout, je tombe des nues, enfin... Je découvre que je connaissais le caractère odieux de François Asselineau, je connaissais son côté détestable, paranoïaque, jaloux, d'une immaturité totale quand il s'agissait des questions sociales et affectives. Mais par contre, là, ce que je découvre, ça dépasse tout ce que les pires, enfin les gens qui détestent le plus François Asselineau n'imaginaient même pas. C'est tombé dans les leaks, d'ailleurs, il y a un mail de François Asselineau au directeur de cabinet qui est parti dans les leaks, je trouve ça dégueulasse, ça n'aurait jamais dû sortir dans les leaks, un truc pareil, parce qu'on peut attaquer de front quelqu'un, moi je vous attaque de front, monsieur Asselineau, je veux qu'une chose, c'est que vous alliez devant la justice, je l'ai toujours dit, je ne me cache de rien, il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'histoire comme ça, je veux vous amener devant vos responsabilités pénales, c'est tout, comme je voulais... à l'époque où j'étais au Bureau national, vous amenez devant vos responsabilités en tant que président. Vous gériez l'UPR de manière catastrophique,
Je voulais vous amener devant vos responsabilités, c'est tout. Vous pouvez me détester, j'en ai rien à faire. Moi, perso, s'il y a des gens qui me disent « Ah mon Dieu, vous voulez amener François Asselineau devant la justice ?» Oui, je plaide coupable, c'est ce que je veux. Donc, je l'ai au téléphone 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Pendant ce temps, je suis avec les gens du Bureau national et on commence à parler. Donc, s'ensuit une chaîne de courriels assez immense où, dès le 2e jour, je vois de la psychiatrisation du directeur de cabinet, donc de la victime, de la personne qui accuse François Asselineau d'agression et de manipulation à son égard. Je me dis, mais c'est pas permis. Je connaissais tout ça, hein. J'ai un master de philo, la psychiatrisation de l'opposant politique et de l'adversaire, je sais ce que c'est. Mais je me dis, mais c'est pas permis. Comment ça sort comme ça? Comment des gens bien du Bureau national, enfin vraiment, j'ai plein de reproches à leur faire, comme tout le monde, mais des gens bien. Comment des gens bien peuvent se dire que le directeur de cabinet est un fou, une adolescente est conduite, on voit écrit ça, ce genre de choses, des choses ignobles, quoi. Et je me dis, mais c'est pas permis, ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'appelle des gens du Bureau national, de toute façon, on s'appelait à longueur de temps, on n'a fait que ça. Et certains me disent, non mais attends, t'as pas entendu ce que Fabien Séma a dit sur Bidule, etc. Et moi j'ai Benjamin Hart qui m'en dit ça, c'est horrible, le type est alcoolique, le type est déjà allé à l'HP, le type est cyclotimique, il est bipolaire, etc. Et moi c'est bon, là, ça faisait trop longtemps, j'étais pas un jeune perdreau de la veille, j'avais compris que tous ceux qui étaient en désaccord avec François Asselineau, ils étaient alcooliques, cyclotimiques, calife à la place du calife, etc., etc. Enfin, vraiment tout. Enfin, je peux vous faire une petite liste si ça vous plaît. Bref, et bien évidemment, oui, pardon, j'allais oublier, des infiltrés, des puissances extérieures, des agents de l'étranger ou des agents d'autres partis politiques ou carrément la CIA ou le Mossad, il n'y a pas de problème. Donc voilà, 2e jour après l'affaire, après le mail que le directeur de cabinet envoie au Bureau national, 2e jour, il y a déjà psychiatrisation de cette personne. Alors là, moi je me bats avec une petite poignée des membres du Bureau national pour que, soit on amène François Asselineau devant une commission de discipline, secret défense, dans lequel rien ne sortira, voire même avec une déclaration écrite qu'on se tient au secret ou ce genre de conneries, n'importe quoi, mais au moins qu'on emmène François Asselineau devant une commission de discipline et qu'on juge que l'affaire est beaucoup trop grave et que ça doit se gérer un prud'homal ou un pénal. Ou et d'ailleurs, parce que normalement ça devrait se traiter un prud'homal et un pénal. Ou alors, on n'envoie pas François Asselineau en commission de discipline, on dit non, là les faits sont beaucoup trop graves, nous, le BN, signature à l'appui, nous appelons l'accusé et l'accusateur à porter ça en pénal pour que soit l'honneur de François Asselineau soit lavé pour de bon et que le directeur de cabinet soit mis devant une diffamation absolument abjecte et que là, au moins, du coup, l'honneur de François Asselineau est sauvé et le directeur de cabinet payera sévèrement sa diffamation. Ou alors, François Asselineau est jugé devant la justice coupable de manipulation, d'agression sexuelle, d'harcèlement moral, etc. Moi, mon avis était fait, en fait. Tout simplement parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai appelé pendant 3 semaines, je l'ai cuisiné, je lui ai redemandé 10 fois la même chose. 10 fois, c'était criant de vérité. Et la deuxième raison, c'est que j'ai eu Jean-Baptiste Baron au téléphone après qu'il ait démissionné. Jean-Baptiste Baron défendait François Asselineau corps et âme. C'était vraiment quelqu'un qui avait un respect énorme pour François Asselineau, et on était, entre guillemets, parce que le Bureau national, pour moi, il n'y avait pas de camp, mais on était, entre guillemets, dans le camp opposé. Quand moi, j'attaquais l'organisation complètement... comment dire ça? L'organisation profondément immature et narcissique de l'organisation de l'UPR, c'est-à-dire où tout passait par François Asselineau, où François Asselineau ne répondait de rien et faisait tout comme il le voulait, comme il le souhaitait, laissant le BN satelliser
loin de toutes ces affaires, et ben Jean-Baptiste Baron me disait écoute, l'UPR, faut que ça marche, on ne peut pas passer éternellement notre vie à faire des discussions, etc. Enfin bref, il avait toutes les raisons de dire ça. Et moi, j'avais toutes les raisons de dire le contraire. Moi, il n'y avait aucun problème. On pouvait très bien être en désaccord complet, ça ne changeait rien au respect que je portais pour ceux qui combattaient pour la libération du pays. Donc, Jean-Baptiste Baron, qui a cuisiné autrement plus que moi, parce que Jean-Baptiste ne voulait pas croire que ce soit vrai, a eu les mails, tout simplement, a eu les mails lui a donné. Moi, à cette époque, j'étais en mode respect, présomption d'innocence, etc. Je voulais surtout pas avoir les mails, c'était hors de question. Je voulais pas m'immiscer dans la vie privée entre deux personnes, surtout que j'avais déjà eu Fabien Séma au téléphone qui m'avait expliqué qu'il y avait un dingue qui voulait lui casser la gueule, et Benjamin Nart qui m'avait laissé entendre qu'il y avait eu une profonde intimité, mais rien de plus, quoi. Et surtout, moi, je voulais surtout pas me retrouver dans les pattes des mails d'intimité entre deux personnes, et surtout mon président d'association. C'était hors de question, ça ne me concernait pas. Mais vu que Jean-Baptiste Baron, qui était entre guillemets un fervent défenseur de François Asselineau, est tombé des nues, je savais en plus, vu que le témoignage de mince, j'ai dit son nom, ça fera bip. Hein. Vu que le témoignage du directeur de cabinet était plus que clair, j'étais persuadé qu'il disait la vérité pour deux raisons. D'abord, la réaction de Jean-Baptiste Baron qui démissionne et qui, après, m'envoie par mail que ce qu'il a lu était... Non, c'est à l'oral qu'il m'a dit ça, mais par mail, bon, j'ai quand même eu pas mal de choses. À l'oral, il m'a dit que ce qu'il avait vu était horrible, ce qu'il avait lu était horrible, et puis François Asselineau qui ne dément jamais l'existence de ces mails. Monsieur Asselineau, vous pouvez porter plainte pour diffamation autant que vous voulez. Portez plainte pour usage de faux. C'est vos mails ou c'est pas vos mails? Il n'y a aucun problème. Allez-y, portez plainte pour diffamation envers moi, envers n'importe qui, envers même ceux qui sont allés trop loin, trop fort. Mais pourquoi vous portez pas plainte pour usage de faux? C'est vos mails ou c'est pas vos mails? Donc là, 15 jours à me battre avec le Bureau national. Le Bureau national, dans sa grande majorité, ne veut pas croire que le directeur de cabinet dise la vérité. Et donc, l'affaire est désespérée. Je prépare ma lettre de démission, je démissionne. Je balance ma lettre de démission que je vous donnerai en hypertexte, en lien. Je balance ma lettre de démission à tous les membres du Bureau national, à tous les délégués régionaux et à tous les délégués départementaux. Je ne parle pas de l'affaire de la première victime parce que il me dit je suis trop affecté, je veux pas qu'on en parle, je veux pas que mon nom sorte, faut que je me reconstitue. Je le comprends entièrement et du coup j'en parle pas. Par contre, je balance une lettre de démission vraiment à charge. Je vous rappelle que pour moi, c'est quand même 6 ans de sacrifice, 6 ans où mes études, mon travail, mes amis passent à la trappe. Hein. C'est-à-dire que c'est 6 ans où je bosse comme un malade pour l'UPR, et tant bien que mal, j'essaie d'avoir une activité professionnelle correcte, etc. Des amis, ça, il n'y a pas de problème, j'en ai, j'ai aucun problème là-dessus, mais je veux dire, je ne pouvais pas trop les voir, et ma femme c'est pareil. Donc c'est quand même 6 ans de travail acharné pour me sentir sali et trahi par un mec qui agresse, qui harcèle ses employés. Je veux dire, pour moi c'est inimaginable. Enfin, je veux dire, là, il n'a pas franchi la ligne rouge, c'est 1000 fois pire que ça. Donc pour moi, ça relève du pénal. J'espère qu'une chose, c'est que François Asselineau se retrouve un jour devant la justice, et je ne sais qu'une chose, c'est que l'UPR est condamné. Comment voulez-vous qu'une affaire qui, en plus, était déjà connue, enfin je veux dire, c'est bon, les journalistes en avaient entendu parler, toutes ces affaires fuitent, le siège, c'est un panier de crabes, le siège de l'UPR, donc forcément, enfin, le siège de l'UPR, c'est d'une immaturité totale.
On se croirait dans une cour de récréation. Donc forcément que l'affaire avait fuité. François Asselineau était foutu, l'UPR était foutu. La seule chose qu'il fallait faire, c'était que le Bureau national contrôle l'UPR, contrôle François Asselineau, dise à François Asselineau de se barrer le plus vite possible, parce que sinon, de toute façon, notre droiture morale nous obligeait à l'éjecter manu militari. C'est tout. Et donc je démissionne, et le Bureau national, lui au moins est au courant de ma démission, contrairement à Léonard Dir. S'ensuit un an où je ne veux même plus entendre parler de l'UPR. On me parle par exemple des gens du PRTV, je ne sais même pas qui c'est, je m'en moque parce que je voulais, tout ça m'écœurait, tout ça me dégoûtait au dernier degré. Et un an et quelques mois plus tard, Romain, je peux l'appeler par son prénom parce qu'il a porté plainte maintenant, Romain m'appelle. Salut Mathias, ça va? Bah ouais, Romain, et toi? Bah pas du tout. Ah, pourquoi? Mais pourquoi tu me l'as pas dit, Mathias? Quoi? Bah que François Asselineau a agressé sexuellement les gens et tout. Je lui dis, mais attends, tu te moques de moi? Alors Romain, c'est un adhérent de l'UPR et c'est un adhérent de l'Auvergne. C'est pour ça que je le connais, moi. La deuxième victime, je la connais parce que je l'ai rencontrée quand elle a adhéré et je l'ai rencontrée plusieurs fois par la suite. Un brave gars, un petit gars de 25 balais, avec ses défauts et ses qualités comme tout le monde, mais un brave gars. Toutes les diffamations à son encontre, c'est de la saloperie, c'est tout. On s'en moque qu'il soit homosexuel ou qu'il ne le soit pas, mais il ne l'est pas. Il ne l'est même pas. Il y a des diffamations qui disent qu'il a fait... Non mais des trucs... Mais comme d'hab, tout le monde est diffamé, etc. Je ne sais pas ce qu'on a dit dans mon dos, d'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup, mais les équipes de François Asselineau ont dit que Romain voulait se taper tout Paris, voulait même se taper Macron, etc. Mais vous imaginez comme c'est gros. Si ce type-là voulait se taper tout le monde, pourquoi François Asselineau l'embauche? Mais réfléchissez une seconde dans votre tête, quoi. Donc, il aurait fait chanter des vieux homosexuels, en les charmant et puis après en les enchanter. Enfin bref, il serait homosexuel. Bon, tout ça est bien évidemment faux, mais le plus amusant dans cette affaire, on a vu qu'il y a eu des leaks qui sont sortis où on a des enregistrements audio et on a des membres, non pas des membres du Bureau national, on a un signataire qui nous explique qu'il se peut que Romain soit une michetonneuse, une allumeuse de service. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a un putsch, mais c'est à mourir de rire, ça veut dire que même les signataires croyaient aux diffamations que balançaient les équipes de François Asselineau. Et je sais qui a diffamé. Je ne sais pas tout le monde, mais je sais que Fabien Séma a diffamé, et a diffamé sévèrement. Mais Fabien, ça s'appelle de la complicité. Ça s'appelle pas étouffer une affaire, ça s'appelle pas « oh, je sais pas trop ». Non, ça s'appelle de la complicité dans une agression sexuelle et morale. Tout simplement. C'est répréhensible devant la loi. Mais devant la morale, mais tu devrais même pas pouvoir te regarder dans une glace le matin. Et puis Benjamin Hart, qui lui se regarde parfaitement dans une glace le lendemain matin, parce qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Benjamin, tu as raconté n'importe quoi sur Romain, tu as raconté n'importe quoi sur, je ne dirai pas son prénom, le directeur de cabinet, la première victime, tu as diffamé ces gens-là alors que tu savais qu'ils étaient victimes d'une agression morale et sexuelle. À ce moment-là, donc, j'ai le témoignage de Romain. Il m'envoie plusieurs mails, plusieurs textos. Je tombe des nues parce que je vous rappelle que moi, je ne les ai pas eus, les mails que le directeur de cabinet avait envoyés à Jean-Baptiste Baron. Je ne les avais pas eus. Donc, j'imaginais pas le degré de saloperie. Et là, je tombe des nues. Là, je découvre un truc mais absolument délirant. Je vous ai dit que je ne supportais pas la psychiatrisation de l'adversaire, mais là, François Asselineau, il y a un problème, quoi. Il y a un problème, et je comprends tout de suite que c'est un problème grave, que là, il n'est certainement pas question de partir juste avec une lettre de démission, et je me dis, non, mais là, il y a des gens qui sont en danger. Les adhérents de l'UPR sont en danger,
parce que là, le caractère sombre de François Asselineau est beaucoup plus sombre que je n'imaginais, et de deux, il y a des victimes qui sont en danger, parce que ça fait quand même la deuxième agression sexuelle morale avec manipulation. Et vous avez vu ce mec en vidéo, sur YouTube, faire ses autosatisfecit, il est excellent pour manipuler son auditoire. Il nous a tous convaincus, il est très bon, et puis petit à petit, d'année en année, on comprend le bonhomme. Mais il nous a tous convaincus. Donc je me dis, là, les deux victimes qu'il a agressées sont des personnes quand même fortes, qui ont une bonne résilience. S'il tombe sur des personnes fragiles, c'est un carnage. Il en fait ce qu'il veut. Donc, j'appelle les membres du bureau national, quelques-uns, pas trop, ça sert à rien. Et puis, de toute façon, je pense qu'ils sont les derniers au courant dans cette affaire, comme sur la première. Donc, j'appelle les gens qui sont au siège, les seules personnes en qui j'avais une bonne confiance, des gens avec qui j'avais bossé et tout. Et j'appelle cette fameuse personne qu'on a dans les leaks, dans les leaks audio là, qui sont sortis dernièrement, qui est signataire, qui m'explique à moi aussi, que Romain est une michetonneuse, qui veut se taper le tout Paris, qui voulait coucher avec Philippot, enfin bref, n'importe quoi. Mais je me dis, c'est possible. Ça fait 2 ans que tu n'as pas vu Romain. Le brave gars que j'ai rencontré en délégation Auvergnate, ça se trouve, il est complètement retourné, il est givré. Bon, ça m'étonne vraiment. Et puis il y a une autre chose qui m'étonnerait encore plus, c'est que vu que tout le monde, dès qu'il quitte l'UPR ou dès qu'il s'oppose à François Asselineau, est psychiatrisé, bah, ça fait juste une personne psychiatrisée de plus, mais alors là, au niveau psychiatrisation, on est au sommet. Voilà, c'est une grosse salope qui veut se taper le monde entier. Enfin, c'est formidable quand même. Mais bon, je fais mon enquête quand même, parce que je me dis, attends, j'étais déjà en train de me dire, là, il faut que tu envoies une lettre d'alerte au procureur de la République. Mais est-ce que je me fais manipuler par un mec ou pas? Est-ce que Romain me manipule ou pas? Je suis sûr que non, au fond de moi-même, mais je veux en avoir la preuve. Donc, j'appelle les gens qui ont côtoyé Romain. Et tous me disent, quoi? Quoi? Mais Romain, il est même pas homosexuel, pourquoi il voudrait se taper tout Paris et se taper Philippot et Macron? J'en appelle d'autres, parce que je me dis, bah, ça se trouve, Romain leur a passé le mot. Et j'appelle des gens qui ont travaillé avec Romain pendant un sacré bout de temps, étant au siège de l'UPR, mais qui n'aiment pas Romain, qui même avaient beaucoup de griefs face à lui. Et ils me disent tous, mais non, mais faut être dingue pour penser ça. Il est toujours extrêmement précautionneux. S'il drague les nanas, c'est avec une gentillesse et une délicatesse énorme. Vraiment, c'est pas du tout. C'est du délire complet. Bon, c'est bon, j'ai compris que c'était une énième diffamation à son encontre. Je sais qu'il va y en avoir beaucoup d'autres. J'ai compris que là, ça y est, la machine UPR à détruire l'opposant et à détruire ceux qui disent un petit peu de vérité au sein du parti est en route. À ce moment-là, je ne sais plus trop quoi faire. Je balance tout sur Facebook. J'explique exactement ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Je fais mon témoignage, quoi. Mais j'appelle une gendarmerie et ils me disent vous pouvez pas porter plainte, vous n'êtes pas la victime. Oui, je sais que je peux pas porter plainte, qu'est-ce que je peux faire? Déposer une main courante? Non, mais moi je m'en moque de déposer une main courante, je sais très bien que François Asselineau il fera rien contre moi, qu'il ose quoi. Et il me dit alors si vous n'êtes pas la victime, vous pouvez rien faire. Je dis mais attendez, il y a 2 personnes là qui ont été agressées, il y en aura peut-être une troisième, je peux faire quoi? Et là, la gendarmerie me dit, je sais pas vraiment. Et il y a un bonhomme sur Facebook qui me dit, spécial dédicace, tu te reconnaîtras, qui me dit, tu peux alerter le procureur de la République. Alors moi, la justice, j'y connais que dalle. J'ai jamais saisi la justice. J'ai essayé de tout faire de manière humaine, quoi. Je considère que quand tu rencontres la justice de ton pays, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et donc, j'apprends. Et du coup, je rappelle la gendarmerie la plus proche de chez moi et je leur dis, je voudrais
alerter le procureur de la République. Comment je fais? Bon, il m'explique comment on fait. Et puis je réfléchis dans ma tête, je me dis, c'est quand même dingue, alerter le procureur de la République, ça va passer lettre morte à la poste, quoi. Enfin, ça va servir à rien, quoi. J'ai pas assez d'éléments. Donc je me mets à bosser comme un malade, je rencontre des tonnes et des tonnes de témoins, je leur demande d'écrire ce qu'ils ont vécu, je leur demande s'ils sont prêts à témoigner devant la justice, et le tout à l'écrit, bien sûr, et je leur demande le recto verso de leur carte d'identité, pour que ces personnes ne puissent pas se rétracter au dernier moment, etc., que ce soit... voilà de quoi je parle. Ce qui m'a fait, et là on est vraiment dans le fond de l'affaire, ce qui m'a fait alerter le procureur de la République, c'est pas que ce type-là ait agressé ses employés. Ça, c'est un porc au niveau de ça, c'est odieux, c'est abject, c'est ignoble. Mais de là à envoyer une lettre au procureur de la République, ces employés, c'est des adultes, ils auraient pu se défendre, oui, ils sont sous influence, comme toutes les personnes qui sont sous influence d'un mec qui les manipule. De plus, c'est un supérieur hiérarchique, de plus, c'est l'employeur, et en plus, c'est le président d'un parti qui est franchement en train de devenir une dérive sectaire. Donc, c'est effrayant pour eux de se dire « je vais attaquer ce mec ». C'est quand même le Deus ex machina François Asselineau. Non, ce qui m'a fait choisir d'alerter le procureur de la République, c'est que François Asselineau a écrit une lettre à Roman. Il a écrit une lettre à Roman qui est censée être une lettre de Roman, que Roman n'avait plus qu'à signer, dans lequel il est écrit « Monsieur Asselineau, j'étais stressé à l'arrivée de la réunion du Brexit. J'étais terriblement stressé, voir les gens de la haute, voir les gens de la haute m'a terriblement stressé. Et du coup, j'ai entendu des adhérents dire du mal des invités de la soirée du Brexit. J'ai pété un câble et j'ai balancé des accusations à votre encontre. Parce que durant la soirée du Brexit, c'est là où Roman a pété un câble et a dit à des amis proches ce qui était en train de se passer. Et François Asselineau écrit une lettre, demande à Roman de signer cette lettre, menace et chantage et tout le tralala à l'appui, dans lequel François Asselineau écrit pour que Roman signe « Monsieur Asselineau, j'ai des problèmes avec l'alcool, j'ai des problèmes de bipolarité. » Autrement dit, François Asselineau a demandé à un de ses employés de signer une lettre dans laquelle il s'auto-psychiatrisait. Et il l'a écrit lui-même. François Asselineau a écrit lui-même cette lettre, une lettre d'auto-psychiatrisation. C'est des méthodes mafieuses, c'est des méthodes de salopards, et je peux vous assurer, monsieur Asselineau, que vous pouvez porter plainte pour diffamation devant moi, mais vraiment contre moi, allez-y, faites-moi plaisir que je puisse me défendre. Quand je dis que c'est des méthodes de salopards, que vous êtes en danger public, que vous ne devriez jamais, mais au grand jamais, avoir eu la moindre responsabilité, mais j'ai tout pour le prouver. J'ai toutes les pièces, j'ai envoyé une lettre au procureur de la République de 19 pages, 5 pièces jointes à l'appui pour pas trop lui en envoyer. Quand je vous dis que vous n'auriez jamais dû avoir le moindre pouvoir, c'est pour vous. C'est pour vous. Quand on sent qu'on a un problème avec l'alcool et qu'on est violent avec sa femme, on évite de boire. Quand on sent qu'on a un problème avec le pouvoir et qu'on part en vrille et qu'on agresse ses employés et qu'on crache à la gueule de ses cadres et qu'on crache à la gueule de ses équipes, on se méfie de soi. C'est pour que vous vous méfiez de vous-même. Il aurait fallu que vous vous méfiez de vous-même. C'est trop tard, là. Donc, monsieur Asselineau, oui, je veux vous emmener devant vos responsabilités. C'est tout. Avec tous les problèmes que vous évoquez, comment expliquez-vous que malgré ça, l'UPR tienne encore ? Alors, pourquoi l'UPR tient encore ? Mais c'est très simple, c'est parce qu'il y a plein de gars qui en veulent, enfin de femmes et d'hommes, qui en veulent à mort, qui veulent que le pays se libère, qui veulent un véritable CNR, une véritable renaissance de la France. Et on le voit, là on a Onfray qui a sorti Front Populaire, j'ai vu qu'il y avait un CNNR qui était en train d'arriver. La France regorge d'énergie pour libérer le
pays. Et l'UPR, c'était ça, on avait le monopole. Maintenant, bon, il y a plein de partis qui le font, mais l'UPR a une longue vie sans François Asselineau. Mais c'est évident, on s'est battu comme des fous avec un tyran à notre tête. Donc évidemment que sans ce tyran, les équipes travailleront beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Après, évidemment qu'il faut pour les Français un homme providentiel, etc. Mais là, ce n'est pas la réincarnation de Charles de Gaulle, vous l'avez bien compris. L'UPR doit travailler, continuer de travailler, je leur souhaite le meilleur, je ne reviendrai jamais. Mais par contre, l'UPR sans François Asselineau pourra porter le véritable message qui était l'UPR old school, l'UPR de 2014. L'UPR tel qu'on l'aime, le Conseil national de la résistance, la réunion de tous les Français pour libérer le pays. Voilà, je voulais témoigner et à vous de faire ce que vous voulez de l'UPR. Moi, je voulais amener François Asselineau devant la justice. Je l'ai fait, j'assume jusqu'au bout. Au revoir.